Bon, on va reprendre la séance, même si tout le monde n'est pas encore en train. Donc je vais appeler Pierre Bourdillon, qui va nous traiter le sujet de la stéréoélectroencéphalographie, une description d'une technique robotisée et étude comparative contrôlée avec la technique de référence. Voilà, donc merci Pierre. Très bien, donc chers maîtres, chers collègues, je vais donc vous parler du sujet qui a été évoqué. Donc même si stéréoélectroencéphalographie est un mot qui fait un alexandrin en un seul mot, je dirais plutôt SEG pour la suite de la présentation, ce qui sera probablement plus léger. Donc la SEG, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, qui date des années 60, développée en France et qui consiste à mettre des électrodes directement dans le cerveau des patients pendant plusieurs semaines, des patients qui sont épileptiques et qui sont candidats à une chirurgie de l'épilepsie dans le cas d'une épilepsie rebelle. Donc ces électrodes ont plusieurs fonctions, elles enregistrent le cerveau pour enregistrer des crises, savoir d'où elles viennent et comment organiser le réseau. Elles servent à faire de la stimulation électrique pour faire une cartographie fonctionnelle du cerveau et elles peuvent servir à faire des lésions. Et au terme de cet enregistrement, une chirurgie peut être décidée. Donc quand cette chirurgie a été décrite dans les années 60 par Jean Talleyrand à l'hôpital Sainte-Anne, les conditions techniques étaient loin d'être celles qu'elles sont aujourd'hui. Et pour développer sa technique de stéréotaxie, il n'avait que des radios du crâne, il ne pouvait voir que les ventricules et voir que les vaisseaux du cerveau. Autant dire qu'il a dû faire preuve d'une ingéniosité qui était assez remarquable pour arriver à ses fins. Et surtout, il n'avait pas d'ordinateur pour, quand il faisait des radios, en faire des reconstructions 3D. Donc sa technique, avec son ingéniosité, est devenue la technique de référence, mais depuis son développement, de nombreuses technologies se sont développées, notamment l'apparition de l'IRM et l'apparition d'ordinateurs suffisamment puissants pour faire des reconstructions de volume en 3D. Et la robotique a fait son entrée dans les blocs opératoires. Donc le but de la présentation, c'est d'écrire une technique robotisée qui prend en compte toutes ces avancées technologiques qui ont été faites. Et plus que la simple description d'une technique, j'ai attaché de l'importance à faire une étude clinique, parce que d'écrire des nouvelles techniques en robotique, on en a vu beaucoup en chirurgie. Des études cliniques qui comparent à la technique de référence, il y en a un peu moins. Et c'est toujours un peu triste quand on a fait de gros investissements de se rendre compte que finalement, la technique non robotisée ne faisait tout aussi bien que la nouvelle technique robotisée, souvent beaucoup plus coûteuse. Donc la première chose à faire dans les matériels et des méthodes était d'avoir un bon critère de jugement principal, sachant qu'en stéréotaxie on parle souvent de précision, mais ce qui compte avant tout c'est l'intérêt clinique. C'est pour ça qu'on a créé un critère de jugement principal composite, qui avait d'une part la précision géométrique pure qui permet de mesurer la qualité intrinsèque de la technique et de voir son niveau de fiabilité, notamment par rapport au vaisseau. Donc savoir si elle est suffisamment précise pour passer près d'un vaisseau, mais aussi si l'électrode mise en place correspondait aux attentes cliniques. Vous avez par exemple l'image qui est juste là où je pointe sur ma souris, une électrode qui est à moins de 2 mm de la cible, mais qui rate l'hippocampe. Donc la précision géométrique est très bonne, mais ça ne répond pas à la question clinique, le critère de jugement principal n'est pas atteint. À l'inverse, ici, l'électrode est très loin de sa cible, mais elle touche le bon gyrus et épileptologiquement, elle répondra à la bonne question. Le critère n'est pas non plus atteint, on a la réponse clinique, mais la précision n'est pas bonne. Donc cette précision effective a été faite pour l'étude clinique qui va comparer la nouvelle technique robotique avec la technique plus conventionnelle décrite initialement par Talleyrand. Donc ça, c'est la technique telle qu'elle était faite dans les années 60 et qui a été faite jusqu'à très récemment, qui consistait en fait à faire des radiographies de face et de profil avec une artériographie et de faire un recalage manuel, soit sur une IRM plus récemment, soit avant sur un atlas, pour faire corréler ça au schéma fait avec les épileptologues pour savoir où placer les électrodes. Ensuite, de ces radios de face et de profil, un jeu était fait en permanence pendant toute la chirurgie sans avoir jamais de reconstruction 3D. Donc à chaque fois qu'il y avait une projection orthogonale ou bi-orthogonale, c'était une source d'erreur. Et à la fin des radios de contrôler le positionnement des électrodes. La nouvelle technique, alors je pense que ça va largement recouvrer une présentation que vous avez eue tout à l'heure par le docteur Zanello présent dans la salle, c'est de coupler un robot avec une technique OARM, le robot Renichaux, pour faire ces stéréoélectroencéphalographies. Donc l'idée était d'abord de faire une pré-planification des électrodes sur une IRM injectée pour voir si l'IRM injectée avait la même compétence que l'artériographie et voir si à terme on pourrait se passer d'artériographie pour ces examens. Ensuite, une artériographie 3D était faite à l'aide
d'un scanner ou équivalent scanner péropératoire, et sur ces résultats, on voyait s'il était nécessaire ou pas d'adapter les trajectoires faites sur une IRM injectée. Ensuite, chacune des trajectoires corrigées était transmise au robot, et sur le guidage du robot, on mettait des petites embases qui sont une pièce en métal qui permet de guider l'électrode. Ensuite, une nouvelle acquisition 3D était faite qui permettait de voir si l'embase, le petit élément en métal qui est ici qui rentre dans l'os, était dans la bonne trajectoire, et ensuite les électrodes étaient implantées. Et un contrôle était fait pour juger de la précision de l'électrode ou de la non-précision de l'électrode. Donc sur les résultats, donc c'est une étude qui a été faite sur 100 patients. Il y a eu 50 patients qui ont bénéficié de l'ancienne technique bi-orthogonale, donc avec des projections en 2 dimensions et ce jeu de stéréoscopie qui est fait pendant toute la chirurgie, et 50 autres patients qui ont été faits selon cette nouvelle technique. Donc la première chose qui a été mise en évidence, c'est que quand on se basait sur l'IRM injecté uniquement par rapport à l'artério, on devait quasiment dans un cas sur 2 corriger les trajectoires, donc supprimer l'artériographie, même si ça semblait être moderne, n'était pas forcément la meilleure des idées en termes de sécurité vasculaire. Ensuite, sur le critère de jugement principal, c'était sans appel. La précision effective de la technique robotisée était à plus de 90% et on était à 13% sur la technique de référence. Alors c'est un critère qui est relativement dur. Si on prend les électrodes qui atteignent la cible cliniquement pertinente, on avait quand même 80% avec la technique de référence, et pour ça qui était devenue technique de référence, mais on montait à 98% avec la nouvelle technique robotisée. Donc, que peut-on dire de cette étude? D'une part, il faut faire attention à la manière dont on interprète l'étude, parce que la technique de référence de Talairac visait sur l'angiographie, et si on prenait une référence purement sur les vaisseaux et sur la sécurité de la technique reste excellente. Par contre, pour ce qui est atteindre d'une cible de manière pertinente, ça ratait la cible dans 20% des cas, et donc ça veut dire qu'il y avait 20% des électrodes, sachant qu'on met entre 10 et 15 électrodes pour un patient, donc 20% des électrodes, quand on a une qui est importante pour comprendre le réseau, c'est pas négligeable le nombre d'électrodes non interprétables. Et on avait statistiquement une électrode tous les 5 patients qui ne répondaient pas à la question avec la nouvelle technique robotisée. Donc non seulement cette technique décrite va faire entrer un brin de modernité, mais en plus on se rend compte que cliniquement c'est quelque chose qui est pertinent sur le plan de la compréhension épileptologique du réseau, et mieux le réseau est compris et mieux la cartographie fonctionnelle est faite, et plus ça permet de faire une chirurgie ensuite qui est adaptée. Ensuite, la deuxième question où on pensait répondre qu'on pourrait se passer des artériographies toujours invasives, on va peut-être pas forcément sauter le pas tout de suite de faire une autre étude, c'est-à-dire artério versus pas artério, parce qu'avec 50% de trajectoire, quasiment 50% de trajectoire, 43% de trajectoire corrigée, je pense qu'éthiquement ce serait pas très acceptable de faire un groupe. Après, se pose la question d'envisager d'autres modalités d'imagerie, comme l'angioscanner. Mais là, les rayons X de l'artério 3D avaient en plus le gros avantage de pouvoir corriger les distorsions d'IRM sur les bases d'une fusion avec un scanner, un algorithme de fusion par information symbolique linéaire, donc non proportionnelle, qui permet donc d'avoir la précision des rayons X et avec la finesse anatomique de l'IRM. Donc en conclusion, il y a eu un avantage qui est certain pour la technique robotisée, pas uniquement dans le fait de pouvoir faire des trajectoires obliques plus appropriées pour répondre aux questions épileptologiques, mais ça augmente la qualité de précision de la technique. En revanche, pour ce qui est des complications, la SEEG qui a été décrite selon la technique de Talairac à moins de 1% de complications, il y avait 100 patients, donc on avait une puissance d'étude insuffisante pour déterminer s'il y avait une différence de sécurité entre les deux techniques qui étaient étudiées dans cette étude clinique. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas, avant de donner la salle, moi j'avais une petite question d'ordre méthodologique, mais sûrement, vous n'avez pas évoqué d'études animales sur la précision, justement, avant de passer à la clinique directement. Est-ce que c'est des choses qui sont dans la littérature ou pas sur le robot? Alors, études animales, on a pris l'animal humain, mais à l'état mort. Donc on a fait des études cadavériques avant de le faire une première fois chez l'humain, parce que le neurochirurgien reste un être peureux. Donc ça a été fait au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine. Et stressé. Il a bien raison, je crois. Oui, Voilà. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle.
J'ai pas fait attention. C'était une étude contrôlée, randomisée ou c'était qui n'était pas randomisée, Pas randomisée. elle était contrôlée non randomisée parce que par définition, comme on faisait la technique, on voyait. Alors, elle n'était pas en aveugle, elle n'était pas randomisée non plus. C'était contrôlé. D'accord. Ça a un petit peu moins de puissance en termes de publication en particulier. Oui. Bah oui, alors ça a tout de même été publié dans un journal nord-américain, Oui. mais c'était pas du randomisé entre deux techniques. Non. Oui, merci Pierre. Moi j'avais une question, c'est parce que tu compares la méthode historique, si j'ai bien compris, avec les grilles de Jean Talleyrand sur le cadre, Ouais. remplacées par une implantation par un robot, donc un guidage par des grilles, après un guidage robotisé, et si j'ai bien compris en même temps, tu remplaces l'Arterio 2D avec une acquisition Arterio 3D. Et effectivement, au final, on a une meilleure précision qui est très clairement démontrée. Et à ton avis, est-ce que tu peux le dire, ce gain en précision est-il lié au passage de la grille vers le robot ou de l'angio 2D à l'angio 3D, ou il y a un effet synergique des deux? Alors, excellente question, c'est pour ça que c'est luxueux d'avoir plusieurs neurochirurgiens dans la salle. Je ne l'avais pas évoqué sur le temps imparti, c'est quelque chose qu'on a regardé. La précision géométrique purement de la grille est quasiment aussi bonne que celle d'un robot. Ce qui change, c'est finalement les capacités de mise en concordance d'une artériographie entre artériographie et IRM, et donc les progrès qui ont été faits, notamment avec des algorithmes de fusion non linéaire de WSMI qui ont été utilisés pour faire ça, ça permet probablement d'avoir une fusion de plus haut niveau. Mais si on fait une précision qui est purement sur rayon X, sur l'électrode, sur l'artério, de là où elle devait être par rapport où le cadre le disait, que ce soit avec une grille ou un robot, on est finalement très proche. D'accord. Une dernière question peut-être. Dans quelle mesure cette méthode est actuellement mise en œuvre dans les services de neurochirurgie? Alors là, dans la plupart des services, alors c'est pas forcément le fruit de ce travail. Peut-être que c'est... Oui. Ouais, c'est aussi des choses qui sont arrivées en même temps, parce que tous les services de neurochirurgie ont vu arriver la technologie en même temps, donc chacun a fait son travail. Donc le robot équipe l'hôpital Sainte-Anne, qui est l'hôpital historique de Jean Talleyrand depuis pas mal de temps. Les Grenoblois, qui ont aussi une forte implication en neurochirurgie, s'y sont mis aussi. Là, ce que ça fait, c'est que ça apporte quelque chose de contrôlé. Donc oui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Après, la méthode de Talleyrand, telle qu'elle a été faite originellement, tend à être abandonnée actuellement, mais elle est encore bien utilisée dans le monde, dans d'autres pays. Après, c'est proche de ce qui se fait maintenant dans beaucoup d'hôpitaux en France. Parfait. Merci beaucoup.